Aujourd'hui, je t'emmène dans une facette de la tech dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Un côté un peu caché, un peu discret et volontairement silencieux. Avant qu'on ne commence, j'aimerais que tu réfléchisses à quelque chose. Tu utilises ton téléphone tous les jours pour envoyer des messages, regarder des vidéos, juste faire passer le temps. Et tu te dis sûrement, ce sont juste des applications normales, créées par des entreprises normales, n'est-ce pas? Maintenant, si je te disais que certaines des technologies qui tournent dans ton smartphone ont été influencées ou même financées par une agence de renseignement. Je ne te parle pas d'une banque, je ne te parle pas d'une fondation, mais bien d'une agence qui travaille dans l'ombre et pas n'importe laquelle. La CIA ou Central Intelligence Agency. Je sais que dit comme ça ressemble un peu à un scénario Netflix, et pourtant non. C'est bien réel, c'est documenté, c'est juste qu'on t'en parle jamais. Et maintenant, j'ai une autre question pour toi. As-tu déjà entendu parler d'In-Q-Tel? Si ta réponse est non, c'est normal, parce que ce nom n'est pas fait pour attirer l'attention. In-Q-Tel, c'est un fonds d'investissement créé par la CIA, pas pour faire du profit, pas pour créer la prochaine application tendance, mais pour une seule mission, garder une longueur d'avance sur le reste du monde. Si une technologie peut surveiller, analyser, espionner, prédire ou même contrôler, alors In-Q-Tel veut y investir avant tout le monde. Et ce qui devient vraiment intéressant, c'est que certaines des entreprises financées par In-Q-Tel, tu les utilises peut-être même en ce moment. Alors installe-toi, garde l'esprit ouvert et surtout, écoute bien. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais la technologie de la même façon. Bienvenue dans le monde très discret d'In-Q-Tel. Avant de commencer, bien sûr, je ne vous le rappellerai jamais assez, prenez du temps pour vous abonner et activer la cloche de notification. C'est comme je vous le dis souvent, le mieux que vous puissiez faire pour nous soutenir en ce moment. Une fois que c'est dit, on se dit à tout de suite et surtout bon visionnage. Avant de comprendre pourquoi la CIA a investi dans des startups technologiques, il faut déjà comprendre ce qu'est réellement la CIA. Parce que pour beaucoup, la CIA c'est juste une agence qui espionne des terroristes, intercepte des conversations ou fait tomber des dictateurs dans des films. Mais la réalité est bien plus vaste. La CIA, ou Central Intelligence Agency, est l'agence américaine chargée de collecter, analyser et exploiter l'information partout dans le monde. Son terrain d'opération, ce ne sont pas seulement les États-Unis, mais la planète entière. Elle surveille les menaces, les gouvernements, les groupes terroristes, les systèmes économiques, les innovations, les réseaux criminels, les communications, bref, tout ce qui peut affecter l'influence ou la sécurité américaine. Et contrairement au FBI, la CIA n'opère pas sur le territoire américain. Elle agit à l'extérieur, souvent dans l'ombre, souvent dans des zones instables, souvent là où l'information vaut plus que de l'or. Sa mission, ce n'est pas la police. Sa mission, c'est l'anticipation. Savoir ce que les autres pays savent, comprendre ce qu'ils préparent et surtout voir venir les menaces avant qu'elles n'existent. Maintenant, imagine un seul instant. Dans un monde où les guerres se déplaçaient du terrain militaire vers le terrain numérique, qu'est-ce qu'une agence comme la CIA doit surveiller? Des armées? Bien sûr. Des dictateurs? Évidemment. Des terroristes? Toujours. Mais, petit à petit, un autre acteur devient encore plus puissant que ceux précédemment évoqués. Et cet acteur, c'est la technologie. Les entreprises privées inventent Internet, la reconnaissance faciale, la cryptographie, les algorithmes prédictifs, les bases de données massives, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, et tout ça avance beaucoup plus vite dans des startups que dans des gouvernements. Alors un jour, à la fin des années 90, la CIA fait un constat inquiétant. Elle n'est plus en avance. Elle commence même à être en retard. Et pour une agence qui se doit de tout prévoir, tout anticiper, tout comprendre, être en retard n'est pas juste gênant, c'est une menace d'ordre stratégique, voire même existentiel. Parce que si une technologie peut prédire, surveiller, manipuler ou militariser l'information, et que cette technologie apparaît d'abord dans le secteur civil, la CIA n'a plus aucun contrôle.
Alors une question commence à tourner dans des réunions confidentielles. Comment rester la puissance dominante dans un monde où les prochaines armes sont numériques? Et la réponse, simple mais brutale, s'impose. Si la CIA ne peut pas développer toutes les technologies elle-même, alors elle doit s'assurer que ceux qui les développent travaillent avec elle. C'est à ce moment que l'idée naît. Créer une passerelle directe entre la Silicon Valley et le renseignement américain. Un pont entre deux mondes qui auparavant ne se parlaient jamais. Et ce pont aura un nom inspiré de Q, le scientifique derrière les gadgets de James Bond, un QTEL. Une organisation discrète, privée, financée par la CIA, dont la mission n'est pas de créer des entreprises, mais de s'assurer que personne, nulle part, n'invente une technologie que la CIA ne comprend pas ou ne contrôle pas. À partir de cette décision, la technologie que nous utilisons et les agences qui nous observent vont commencer à marcher main dans la main. Maintenant qu'on sait pourquoi une QTEL existe, il reste une question encore plus intéressante. Comment la CIA investit sans jamais apparaître? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, une QTEL n'a pas été créée pour faire des communiqués de presse ou figurer sur des panneaux lumineux. Il a été créé pour être discret. Et son fonctionnement est très différent d'un fonds d'investissement classique. Une QTEL ne cherche pas le profit, il cherche l'avantage stratégique. Quand un fonds normal investit, il veut un retour financier. Une QTEL, lui, s'en fiche presque totalement. Son objectif se résume à cette phrase. Si cette technologie peut influencer le futur, nous devons y avoir accès. Ce n'est pas combien ça rapporte qui compte, c'est ce que ça permet de surveiller, contrôler, analyser ou anticiper. Les startups ne reçoivent pas seulement de l'argent. Quand une QTEL se rapproche d'une startup, l'offre est souvent irrésistible. De l'argent, des contrats gouvernementaux, un accès au réseau militaire, de la crédibilité et parfois un monopole créé par l'État lui-même. Pour une start-up, c'est comme passer d'un garage à un acteur stratégique national en un seul deal. En échange, la CIA obtient quelque chose de bien plus précieux. Ce n'est pas la propriété de l'entreprise, ce n'est pas le contrôle de la direction, c'est l'accès privilégié à la technologie. En clair, la CIA reçoit des versions avancées, parfois même des prototypes, avant tout le monde, souvent avant que le public ne sache même que la technologie existe. Et parfois, dans les technologies existantes, elle obtient même des backdoors. Les fonctionnalités secrètes sont développées sur mesure uniquement pour être utilisées dans le cadre de ces activités. Tout se fait dans un cadre hybride. Une QTEL est dans une sorte de zone grise. Ce n'est pas une entité gouvernementale, mais ce n'est pas non plus une entité totalement privée. Et donc, il n'est pas soumis aux mêmes obligations de transparence qu'une agence publique. Le résultat, les deals sont invisibles et les détails restent confidentiels. Même certains investisseurs classiques découvrent après coup que la start-up où ils ont investi travaille en réalité pour les services de renseignement. La CIA a même un terme pour ça, force multiplier. Parce que chaque dollar investi par une QTEL crée parfois 100 dollars d'innovation privée. Autrement dit, le public finance, développe et adopte des technologies que les agences de renseignement pouvaient utiliser depuis longtemps. Et plus la technologie devient indispensable dans la vie quotidienne, plus elle devient un terrain parfait pour collecter des données. Et voici le détail le plus subtil. Personne n'a besoin d'être méchant ou mal intentionné. Une start-up peut accéder à l'argent parce qu'elle veut survivre. Le gouvernement, lui, peut investir parce qu'il veut protéger son pays. Et les utilisateurs peuvent adopter la technologie parce qu'elle est pratique et dans les faits, on dirait l'exemple le plus parfait d'un deal gagnant-gagnant. Mais au final, celui qui finance influence, celui qui influence contrôle et celui qui contrôle n'a pas besoin d'être visible. Alors maintenant que tu connais le mécanisme, vient la partie la plus fascinante et peut-être la plus dangereuse. Quelles entreprises technologiques
ont grandi grâce à In-Q-Tel. Et qu'est-ce que cela change pour toi? Commençons avec Palantir, ou encore comme certains l'appellent, l'œil invisible du renseignement moderne. Quand on parle de surveillance, la plupart des gens imaginent la CIA derrière un rideau avec des jumelles et des micros. Mais aujourd'hui, la surveillance moderne, c'est du code. Et s'il y a bien une entreprise qui a changé les règles du genre en la matière, c'est Palantir. Fondée en 2003 par Peter Thiel, ancien fondateur de PayPal, avec l'argent d'In-Q-Tel, Palantir avec un objectif clair: créer une machine capable de connecter, analyser, comprendre des milliards de données pour repérer ce que l'œil humain aurait raté. Et quand je te parle de données, je parle de tout. Des transactions bancaires, des messages, des déplacements, des appels, des contacts, des réseaux sociaux, des photos, tout ce qui laisse une trace numérique, Palantir le capte. Alors pourquoi Palantir a été créé? Officiellement, l'histoire raconte qu'après les attentats du 11 septembre, une question obsédait une partie de Washington. Comment est-ce qu'on a pu laisser passer ça? Le problème n'était pas l'absence de données. Le problème, c'était le trop-plein d'informations. Les services américains avaient les pièces d'un puzzle, mais impossible de les assembler à temps. Palantir est né pour corriger cette faiblesse. Comment est-ce que ça marche? Imagine une technologie capable de faire ceci. Tu tapes un nom et elle te montre les comptes bancaires liés, les personnes que la personne connaît, les voyages effectués, les entreprises qui gravitent autour de la personne, les liens cachés entre ces différents éléments et les anomalies dans ses activités. Et tout ça en quelques secondes seulement. En gros, c'est comme un mélange entre Google, Facebook, la NSA et un détective privé. Palantir n'a pas d'abord été utilisé pour surveiller des civils. Le premier domaine dans lequel Palantir a été déployé, c'est la guerre, notamment en Afghanistan et en Irak, pour repérer les réseaux terroristes, identifier des zones à risque, prédire des attaques et protéger les troupes américaines. Le résultat, les généraux l'ont appelé l'arme logicielle la plus puissante depuis l'invention du GPS. Aujourd'hui, Palantir travaille avec le Pentagone, la CIA, le FBI, la police américaine, Interpol, les banques, les gouvernements européens et même les hôpitaux. Et oui, tu ne rêves pas, même la santé publique pendant le Covid utilisait Palantir pour surveiller la propagation du virus, les stocks de vaccins et même les chaînes logistiques globales. Les résultats, la firme est passée d'un statut d'outil militaire à infrastructure civile mondiale. En bref, qu'est-ce que tu dois retenir? Palantir n'est pas juste une entreprise tech, c'est la preuve d'une tendance globale. Le renseignement se privatise, les surveillances deviennent algorithmiques et les entreprises tech deviennent plus puissantes que des gouvernements. Et tout ça a commencé avec un chèque d'In-Q-Tel. Dans un registre un peu différent, on a Keyhole, devenu aujourd'hui Google Earth. Alors là, accroche-toi parce que cette histoire ressemble à un film et pourtant c'est 100% réel. Avant qu'on ait Google Earth sur nos téléphones, avant que tu puisses zoomer sur ta maison, ta rue ou même tes bases militaires, il y avait une entreprise obscure du nom de Keyhole Inc. Et devine quoi? Elle a été financée par In-Q-Tel. Alors pourquoi est-ce que la CIA s'intéressait à Keyhole Inc? À l'époque, le monde changeait. Les conflits devenaient plus urbains, plus rapides et l'information géographique devenait stratégique. Les anciens satellites militaires américains donnaient des images, mais pas en temps réel, pas facilement et pas à la portée d'un analyste derrière un écran. La CIA avait besoin d'un outil capable de voir n'importe quel endroit sur Terre, suivre les mouvements en continu, analyser les terrains, les frontières, les sites sensibles et partager l'information facilement entre les agences. En bref, une sorte de carte vivante du monde. Et Keyhole était la première à proposer cela. Qu'est-ce que Keyhole faisait? Keyhole développait un logiciel révolutionnaire.
intégrant une interface 3D, un zoom fluide, une représentation photoréalistique de la planète et même une intégration des données satellites et aériennes. En gros, la première version moderne d'un globe numérique. La CIA l'a immédiatement remarqué et le résultat, In-Q-Tel a investi. En 2004, Google découvre ce petit bijou et Google a un objectif simple à l'époque, cartographier le monde pour l'organiser et le monétiser. Et le deal s'est fait rapidement. Google a racheté Keyhole, des ingénieurs ont rejoint Google et le nom a changé. Keyhole devient Google Earth. Et ce détail, beaucoup de gens l'ignorent. Le premier logo de Google Earth contenait une référence directe à In-Q-Tel, la CIA et Keyhole. Et ce n'était pas du hasard, c'était là un message. Aujourd'hui, Google Earth, Google Maps, Street View ou même les API de Google Maps qui sont celles qui sont la plupart du temps utilisées dans des applications utilisant des cartes, tout ça vient de la même racine. Aujourd'hui, ça sert à repérer des restaurants, trouver son chemin, explorer des villes ou même encore surveiller les frontières. Et même les services de renseignement utilisent encore Google Earth, parfois modifié comme base de travail. Du coup, qu'est-ce que ça implique pour toi? Causalement, ça signifie que lorsque tu places ta maison ou ton entreprise sur une carte, ou même lorsque tu utilises une appli de VTC comme Uber ou Yango, les informations peuvent, s'ils le souhaitent, être directement transférées et utilisées par la CIA. Il ne s'agit pas là de créer une sorte de psychose. Pour la majeure partie d'entre nous, ça ne change pas grand-chose à nos vies. Mais je pense qu'il est toujours bon que ce type d'information soit vulgarisé. Et c'est là qu'on comprend la logique d'In-Q-Tel. In-Q-Tel ne crée pas seulement des technologies pour la CIA. Il façonne aussi des outils numériques qui définissent quelquefois le monde moderne. Des entreprises comme Keyhole ou Palantir, il y en a énormément. Très exactement, il y en a plus de 800 répertoriés à ce jour par In-Q-Tel lui-même. Les domaines sont très variés et on retrouvera là-dedans des secteurs comme l'IA, le spatial, la biotech, la robotique ou encore la cybersécurité. Les entreprises financées par In-Q-Tel sont d'après les statistiques officielles situées entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie et il n'en existe pas officiellement en Afrique. Néanmoins, certains estiment que les statistiques officielles ne montrent pas toutes les entreprises financées par ce fonds. Certains disent même que l'entreprise Facebook du groupe Meta aurait également bénéficié des financements d'In-Q-Tel, mais étant donné qu'on n'a pas trouvé de source officielle pour justifier cela, on va rester prudent à ce sujet. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, laisse-moi te poser une dernière question. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une histoire de Keyhole devenu Google Earth. Il ne s'agit pas seulement de Palantir qui analyse les données du monde, ou encore de Recorded Future qui surveille Internet en temps réel. Ce qu'on vient de voir, c'est un schéma, un modèle, une manière d'utiliser la technologie, non pour divertir, mais pour anticiper, influencer et contrôler. Et le plus fascinant, ou le plus inquiétant suivant le point de vue, c'est que cette surveillance n'a pas été construite après que la technologie soit devenue populaire. Elle a été pensée dès le début. Les cartes du monde, les données personnelles, les conversations publiques, les comportements humains, tout ça relié, synchronisé, analysé par des entreprises privées, financées par un fonds discret, relié à une agence dont le métier est de voir ce que les autres ne voient pas. Alors je vais te laisser avec une seule question simple mais inconfortable. Depuis le début, est-ce que la technologie nous sert ou est-ce que nous servons la technologie? Et si la réponse te semble évidente, demande-toi une dernière chose. Qui contrôle vraiment les outils que tout le monde utilise sans jamais les questionner? On se retrouve très bientôt et crois-moi, ce qu'on va aborder ensuite sera encore plus impressionnant. Pour ne rien rater de tout ça, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification et on se dit à la prochaine pour de nouveaux sujets autour de la tech et de l'économie autour du continent africain.